Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Chers auditeurs, bienvenue dans Brassage, l'émission qui fait vibrer les voix et les cultures de l'Afrique. Aujourd'hui, nous vous dévoilons une toute nouvelle version de votre rendez-vous socio-culturel. Présenté par moi, Rania Aitrassi et réalisé par Hassiba Djebloun. Désormais, Brassage vous plonge au cœur des sujets qui façonnent nos sociétés africaines. Traditions, modes de vie, défis contemporains. Rien ne sera laissé de côté. Préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes, des débats captivants et des échanges enrichissants qui éclairent les multiples facettes de notre continent. Brassage est là pour vous surprendre, vous informer et surtout vous rapprocher de l'Afrique d'aujourd'hui. Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous présenter cette nouvelle version de Brassage. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique cruciale, déconstruire les stéréotypes et idées reçues qui pèsent encore trop souvent sur notre continent. L'Afrique est souvent enfermée dans des clichés réducteurs qui masquent la véritable complexité et la dynamique extraordinaire de ces sociétés. Nous savons que l'Afrique est immense, riche en histoire, en culture et en innovation. Pourtant, certains stéréotypes persistent. Un continent uniquement rural et sous-développé, des cultures perçues comme homogènes et une image souvent associée à la guerre et à la famine. Ces perceptions figées limitent la compréhension du potentiel africain et sous-estiment la réalité diversifiée de nos nations. Pour vous éclairer, j'ai le plaisir d'avoir avec moi 3 chroniqueurs venus des 4 coins de notre continent. Leurs regards éclairés et leurs expériences vont nous aider à déconstruire ces clichés et révéler un autre visage de l'Afrique, celui d'un continent vibrant, dynamique et en perpétuelle transformation. Un petit tour de table et on commence à Lamine Mahamat du Cameroun. Bonjour à Lamine. Bonjour Rania, bonjour à tous. Mohamedou Dia du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rania, bonjour chers auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville. Bonjour Varso. Bonjour Rania, bonjour à tout le monde. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle sur Ifriqiya FM. Entrons dans le vif du sujet. Selon vous, quels sont les principaux stéréotypes qui persistent concernant l'Afrique? On commence avec toi, Lamine. Bon, les principaux clichés qu'on a l'habitude d'entendre concernant l'Afrique, c'est... Bon, le principal, c'est d'abord que l'Afrique, c'est un pays. Je dirais que l'Afrique, c'est un pays, pourtant, c'est... Quand tu vois, par exemple, en scrollant sur les plateformes des réseaux sociaux, tu vois des gens qui font les micro-trottoirs et posent certaines questions aux gens dans d'autres continents, par exemple. On lui demande un pays, avec A, il te dit l'Afrique. Il te dit l'Afrique. Pourtant, l'Afrique, c'est un vaste continent contenant 54 pays, pas moins de 54 pays. Donc, c'est vraiment un grand continent qui contient beaucoup de pays. Et on a l'habitude aussi de réduire la culture africaine à une seule. Que, comme c'est un pays, ça veut dire que tout le monde, une culture. Tout à fait. Et bon, je dirais aussi, il y a un autre que tous les Africains sont noirs. L'Afrique, elle est noire. Les gens disent que tous les Africains sont noirs, que nous sommes sous-développés, on a faim, et on a toujours les crises, des guerres et tout. Si on parle généralement des clichés les plus perçus à l'extérieur de l'Afrique, c'est un peu ça. Mohamedou. Ouais, je vais rejoindre Lamine par rapport à ce qu'il a dit. Je vais m'accentuer sur peut-être à la richesse de l'Afrique, par exemple. Sur Google, par exemple, quand on surfe sur Google et on est en train de faire des recherches, par exemple, quand on tape l'Afrique, quand on saisit l'Afrique, par exemple, sur la barre de recherche, il y a un onglet où c'est écrit poor.
ça veut dire c'est pauvre. Et quand on fait également les demandes, une recherche sur les richesses de l'Afrique, on nous amène par exemple au Kenya ou par exemple en Tanzanie par exemple sur les Maasai par exemple, soit disant que l'Afrique elle est pauvre à cause du style vestimentaire des Maasai, or que c'est une culture. Et de l'autre côté également, nous pensons que le monde pense que l'Afrique n'a pas de civilisation, ou encore sa civilisation elle est dénigrée, elle est considérée comme barbare. Et si entre guillemets par exemple on fait la comparaison entre par exemple l'Europe ou peut-être l'Occident et l'Afrique, je dirais pas le barbarisme ou le manque de civilisation, c'est beaucoup plus à l'Occident ou à l'Europe qu'en Afrique par exemple. Je vais donner une instance ou une analogie par exemple très précise, c'est par rapport à l'éducation. On n'en disconvient pas. Peut-être l'éducation en Afrique, elle n'est pas la qualité par exemple. Nous en manquons, il faut l'avouer. Mais si par exemple un étudiant ou par exemple une personne africaine sort du territoire du continent africain et part aux États-Unis ou en Europe pour étudier, si il donne des résultats positifs ou si la personne donne des résultats positifs, on doit d'abord se questionner la personne. On doit d'abord se questionner comment il s'est parvenu à obtenir ces résultats. Et je vais citer deux exemples, par exemple de Chimamanda Ngozi Adichie et récemment un Sénégalais par exemple qui a été gagnant d'un concours international qui opposait la Chine, le Canada. Un Sénégalais est sorti premier de ce concours. Chimamanda Ngozi Adichie c'est une écrivaine nigériane. Sur son parcours par exemple aux États-Unis, c'est là où elle a fait ses études, elle a obtenu une bourse, donc elle est partie étudier là-bas. Donc on te demande de faire un essai et tu d'écrire une dissertation par exemple. Elle a écrit son dissertation et tout, et sa dissertation était la meilleure parmi tous ses camarades de classe. Maintenant quand la prof est venue, elle a vu l'essai était extraordinaire, la dissertation était extraordinaire, et que elle s'est rendue compte que la dissertation a été faite par une Nigériane. Elle était ébahie. Elle était ébahie de manière à ce que peut-être elle ne pensait pas. Déjà, elle avait un stéréotype qui disait que peut-être les Africains ne sont pas éduqués, ne sont pas intelligents, donc c'est du nullardisme uniquement. Or que c'est des stéréotypes vraiment qu'il ne faut pas, c'est de l'ignorance en quelque sorte. Moi je vais dire que c'est de l'ignorance, donc ça fait mal vraiment, et que peut-être c'est à nous d'essayer de changer ça par rapport aux plateformes que nous créons et également par rapport à la manière également dont nous véhiculons certains messages. Exactement. Marceau. En parlant des stéréotypes en Afrique, on parlerait justement de l'Afrique qui est uniquement rurale ou sous-développée. Cette question, je vais l'aborder avec un prisme un peu général du continent tout simplement, et puis peut-être on pourrait donner des détails sur un tel pays ou tel pays. En ce qui concerne par exemple la croissance urbaine rapide de l'Afrique, on en parle. On dit d'ici 2050, on va atteindre plus d'1 milliard d'habitants, et ce qui est un grand potentiel pour le continent. Pour ce qui est de la croissance, justement, de nombreuses villes africaines croissent à un rythme accéléré avec des migrations massives dans des zones rurales avec des zones urbaines qui, bien entendu, cela est stimulé par la recherche d'emploi et d'opportunités. Je parlerai également de Kinshasa, par exemple. Je prendrai Kinshasa, qui est une grande capitale de l'Afrique centrale, la capitale de la RDC, qui est la capitale aujourd'hui qui compte près de 15 millions d'habitants contre 5 millions dans les années 90. Ce qui prouve combien le pays donne la possibilité à d'autres contrées de pouvoir venir se ressourcer et pouvoir se développer. Donc, en parlant de l'Afrique comme étant un continent ou entre guillemets, puisqu'ils pensent que c'est un pays, et c'est pas un pays, Alamine vient de le dire, 54 pays quand même. Donc, un continent qui a 54 pays réduit au même mot, à chaque sous-titre ou chaque titre d'un journal, misère en Afrique, misère pays sous-développés. Sans te couper, désolé Varso, il faut pas oublier que l'Afrique, le continent africain a combien? 30 millions de kilomètres carrés. Voilà, ouais. 30 millions déjà sur la représentation du globe terrestre, comment l'Afrique, elle est réduite plus que tous les autres continents. Concernant les cartes, aujourd'hui on utilise même dans nos écoles, ce qui est aberrant carrément. Oui, la carte de Mercator. Oui, et depuis quelle année? Depuis 1978, voilà. C'est 1900 combien? Donc la carte de Mercator, justement, c'est une carte qui est au point de vue européen. Donc on agrandit la zone européenne, on rétrécit d'autres continents. Alors que, prenons l'Afrique, on va mettre le Canada, on va mettre les États-Unis, on va mettre l'Europe. Toute l'Europe.
Tout l'Europe. Et quand je dis l'Europe, il n'y a pas une exception. Donc c'est pour dire que réduire tout un continent au stéréotype que c'est un seul pays. Et même la représentation en elle-même. La représentation en elle-même, ça c'est aberrant. C'est inadmissible. Inadmissible, tout simplement. Et j'aimerais rajouter aussi pour dire que le continent africain, ce n'est pas un continent qui est sous-développé comme on le dit, comme on le pense uniquement. Il y a certaines choses qu'on doit améliorer aujourd'hui. On peut parler Mohamed, on a parlé de l'éducation, et bien entendu. Revenons même sur le côté d'éducation. Nous tous, on a fait la remarque. La plupart des étudiants étrangers africains qui quittent leur pays pour aller étudier à l'étranger, en Occident ou aux États-Unis, sont parmi les meilleurs. Ils sont pas parmi. Ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Ils sont tous les meilleurs. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils travaillent mieux que tout le monde. Et après, ils vont nous dire on n'est pas intelligent. Moi, j'aimerais ajouter une chose par rapport sur l'idée que Alamine avait dit sur la perception. Bon, pas plutôt la perception, mais sur ce qu'Alamine avait dit en premier, par exemple, quand on considère que l'Afrique est un pays. Non seulement on considère que l'Afrique est un pays, mais on considère également l'Africain est une langue. Oui, ouais, il y a ça aussi. L'Africain, c'est une langue. Ouais. Par exemple, tu as par exemple tendance, on te demande t'es d'Africain. Oui. Tu parles africain ou pas? Mais en réalité, en fait, c'est leur ignorance. Ouais, exactement. Or que c'est leur ignorance. Ça n'a rien à voir avec. Exactement. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc ce n'est plutôt pas un stéréotype, mais c'est une ignorance. C'est l'ignorance qui fait ça. Or que l'Afrique compte 2000 langues de manière générale. Plus de 2000 langues de manière générale. Plus de 2000. Et même c'est en général. Si on situe encore d'autres pays, imagine par exemple la mosaïque d'ethnie qui est au Cameroun. On a plus de 200 langues. Au Nigeria, on n'en parle pas aussi. Nigeria, pareil. Donc c'est une diversité linguistique, culturelle. Ouais. Donc l'Afrique, c'est un continent qui regroupe très riche, vaste, qui comprend peut-être 54 aussi, on peut dire 55 pays. Donc c'est un peu ça. Oui. Alors, nous allons aujourd'hui démystifier 4 stéréotypes majeurs qui continuent de fausser la perception globale de l'Afrique. Le premier de ces stéréotypes est l'idée que l'Afrique serait un continent exclusivement rural et sous-développé. Cette vision réductrice ignore totalement l'essor des villes africaines et les avancées technologiques qui transforment nos sociétés. On commence avec toi, Alamine, tu viens du Cameroun. Peux-tu nous parler de l'évolution urbaine et des progrès technologiques dans ton pays ? Avant de parler spécifiquement du Cameroun, je vais faire comme Barso tout à l'heure, en parlant de manière globale. En Afrique, il y a des villes technologiques. Oui. Il y a par exemple à Nairobi, ça s'appelle la Silicon Savannah, qui est une ville technologique, genre proprement dit, quoi. Littéralement, c'est une ville technologique. En fait, c'est un centre où on reçoit tellement d'innovation. Déjà, même question de technologique. Dernièrement, ça ne fait même pas un mois, je pense. Les États-Unis ont commandé 50 drones de sécurité à la Tunisie. À une entreprise tunisienne qui fabrique des robots de sécurité. Imaginez-vous, ce sont les États-Unis qui commandent 50 drones de sécurité pour patrouiller dans leur ville, dans leur commissariat, dans leurs différentes petites, pour surveiller les gens. Après, on va dire on n'a pas de technologie. Bon, revenons au Cameroun maintenant. En fait, la croissance démographique, la croissance urbaine du Cameroun a été à partir des années 2000, ça a explosé complètement. Elle est marquée par une croissance rapide des villes et des populations, notamment comme celle de Fumban, Bamenda, Garoua, Maroua et Ngaoundéré. Ça sont les villes qui ont vu de l'urbanisme, parce que déjà l'exode rural a fait en sorte que tous les petits villages qui sont aux alentours des grandes villes comme Douala, Yaoundé, la plupart des jeunes ils venaient dans la ville de Douala et Yaoundé, et on était obligé d'agrandir la ville. Imaginez-vous qu'en 2005 la ville était je vais prendre du Chikota, peut-être elle avait 200 000, 300 000 habitants. En 2015, 2 millions. 2020, 10 millions. Wow. Juste ça. Et à cause de ça c'est principalement Yaoundé et Douala. Maintenant, d'autres villes aux alentours comme Bafoussam, Bamenda, Ngaoundéré au nord, elles ont commencé également à s'agrandir. Yaoundé était déjà surpeuplé. Jusqu'à présent, chaque jour, on élargit Yaoundé. Moi, par exemple, mon quartier, avant, quand je suis arrivé dans mon quartier en 2009, ça faisait pas partie de Yaoundé. Maintenant, les quartiers qui sont après mon quartier, ils font partie de Yaoundé. Yaoundé a agrandi complètement en moins de 5 ans. En moins de 5 ans. Et ça se limite pas seulement à Yaoundé. Comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, les villes de Bamenda, Bafoussam, Garoua, Bouya, toutes les villes ont commencé à s'agrandir. Et cet agrandissement
est dû à quoi? Parce que tout le monde veut venir en ville. Tout le monde veut venir. Et il y a quoi en ville? Il y a le travail. Oui. Il y a la technologie, il y a les industries, tout le monde va venir chercher le travail. Ça va faire quoi? Ça va pousser l'économie à croître, puisqu'ils vont amener de la plus-value à l'économie, au PIB du pays. Et maintenant, il y a quelques défis aussi qu'on doit relever par l'expansion urbaine, parce qu'on ne peut pas aussi laisser la ville s'agrandir comme ça, on doit la limiter, on doit bien structurer la ville et bien organiser la ville. On a également, l'urbanisation pourrait être une opportunité pour les développements économiques et à condition que les politiques d'aménagement urbain durable soient mises en place. Bon, l'urbanisation au Cameroun est un phénomène en pleine expansion déjà, avec quelques petits défis qu'on doit relever. Je pense qu'on pourra être une ville émergente comme au Rwanda, comme Kigali. Pour moi, Kigali, c'est la plus belle ville d'Afrique. Merci à Alamine pour ces éclaircissements. Varso, tu viens du Congo-Brazzaville. Comment cette idée d'une Afrique rurale est-elle perçue dans ta région? Qu'en-est-il de la réalité urbaine chez vous? Eh bien, la réalité urbaine de chez moi, je prendrai un exemple très simple. Vous savez, quand il y avait le colon, peut-être qu'ils parlent par rapport à ce qu'ils ont laissé, parce qu'ils ont pris au sous-sol, mais ils n'ont pas laissé grand-chose sur la surface. Donc, des années, faut savoir que le Congo-Brazzaville est sorti de la guerre, donc en 80-97, donc il y avait presque pas de route. Donc, pour relier deux régions, c'était une difficulté. Pour 125 km, il fallait faire des jours. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons des routes et l'État essaie de faire le maximum. Bien entendu, il y a un peu des difficultés économiques et un peu en termes de technologie également. Mais toutefois, la différence se voit quand on voit des images de 1990 à aujourd'hui. Il y a largement une grande différence qu'on peut voir. Un grand changement. Un grand changement, exactement. Je parlerai également du côté de l'innovation technologique. Aujourd'hui, le pays aspire à avoir une technologie qui est renouvelable. Donc, on parle du solaire. Donc, ce sont des projets qui sont déjà mis en place et qui attendent tout simplement à être exploités et redistribués, tout ce qui est énergie au niveau de la population. Donc, je pourrais juste dire quelques-uns, mais par contre, comme disait Alamine, l'Afrique, aujourd'hui, il y a plein de villes où on peut voir la technologie en marche et la technologie en soi. Il parlait tout à l'heure de Kigali, on pourrait donner des détails plus tard. Merci Varso. Mohamedou, au Sénégal, comment les zones urbaines et les innovations façonnent-elles l'image du pays et même du continent? Alors, je vais encore une fois rebondir sur les propos de Varso par rapport également à la colonisation, là où tout a commencé et tout. Bien vrai que bon, les colons, ils ont laissé quelque chose un tout petit peu, mais le Sénégal de son côté a fait de son maximum pour essayer d'améliorer beaucoup de choses. Si on se réfère par exemple jadis pendant la colonisation, après juste l'indépendance et autres. Par exemple, je vais prendre par exemple deux villes au Sénégal, ceci dit Dakar et Mbour. C'est des villes qui sont très 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 urbaines. C'est des villes qui ont été vraiment façonnées à ce que des fois, tu as l'impression même, par exemple, dans certains quartiers, tu as l'impression même, par exemple, que la modernité qui s'y trouve est extraordinaire. Juste le fait de voir ça, tu t'es façonné. Parce qu'il y a des progrès qui se font. Maintenant, il y a des progrès qui se font et Dakar est en train même d'être décentralisé, par exemple. Pendant le quinquennat du président Macky Sall, par exemple, il a essayé de le décentraliser en créant une autre ville. Par exemple, Diamniadio, bon, il n'a pas créé techniquement, mais il a essayé de décentraliser la ville en construisant, par exemple, beaucoup d'infrastructures pour essayer de loger, comme des sphères ministérielles, pour essayer de loger, par exemple, le gouvernement à Diamniadio. Comme ça va beaucoup également changer le flux, par exemple, de la migration ou, par exemple, de l'exode rural, parce qu'il y a des gens qui quittent, par exemple, les zones rurales pour venir en ville. Donc, comme ça, ils ne vont pas juste s'accentuer à Dakar. Ils auront également d'autres villes
où ils peuvent partir également faire peut-être leurs entreprises ou faire leur business. Le Sénégal est un exemple, mais il ne faut pas également oublier, comme Alamine l'a dit, Silicon Savannah, c'est en Afrique. Donc c'est comme le Silicon Valley de l'Occident ou des États-Unis ou autres. Et si on prend également l'exemple du Rwanda. Rwanda, par exemple, en 94, si je ne me trompe pas, les génocides du Rwanda, actuellement, ils sont sortis de cette sphère et boum. Donc, il y a la technologie à avancer. Ils ont même, par exemple, en gros, 111 centres technologiques. Et on les appelle les STEM. Les STEM, c'est Science, Technology, Engineering and Math. Ceci dit la science, technologie et l'ingénierie et les mathématiques. Donc, pour dire que comment l'Afrique est en train de se développer, en train de s'investir par rapport à l'idée de comment on le dit, critical thinking skills. Critical thinking skills, c'est voilà. Les pensées critiques. Oui, les pensées critiques. Donc, pour juste dire que donc ils sont en train de dépenser. De s'accentuer sur la technologie, parce que c'est grâce à la technologie qu'on peut tout faire. Sans la technologie, même la construction, on ne peut pas le faire. Tout à fait. Donc c'est à la technologie qu'on peut le faire. Maintenant, de l'exemple du Rwanda, on va revenir là où on se trouve, en Algérie par exemple. L'Algérie a des infrastructures extraordinaires. Extraordinaire. Donc c'est des choses, c'est quelque chose vraiment qu'il ne faut pas tourner l'œil sur ça. Donc nous avons des choses, mais malheureusement encore une fois il faut les mettre en avant. Et malheureusement, comme j'avais dit à l'avance, par exemple, c'est quand tu recherches quelque chose sur l'Afrique, on va te montrer que les zones où il y a, par exemple, peut-être la population n'est pas dense, il y a juste peut-être qu'un % ou près de 0, quelques % de la population de ce pays. Et c'est malheureux. Par exemple, que tu demandes des informations, par exemple, sur l'Afrique, et on te montre, par exemple, des personnes qui se revêtent peut-être avec des des écharpes ou des foulards. Or que c'est pas qu'ils sont pauvres, non. C'est leur culture. C'est une culture. Donc il faut comprendre, il faut faire la différence entre la pauvreté et une culture. Exactement. Au Nigeria, par exemple, le plus riche, par exemple, s'il y a des événements, ils ont des choses traditionnelles. Ils ont des pagnes qui vont attacher autour. Tu vas voir, regarde-moi, se désespérer, ou regarde-moi cette personne désespérée. Or que la personne, c'est pas une personne qui tend la main pour survivre, ou une personne qui fait, par exemple, ils ont des travaux qui sont vraiment modestes, très modestes, et c'est des personnes très riches, par exemple. À Lagos, au Nigeria également, l'infrastructure, elle est extraordinaire. C'est des buildings de high standing. Tu à l'en croire, tu es même à Dubaï. Donc, c'est des choses qu'il ne faut pas vraiment tourner d'œil. Donc, il faut vraiment les valoriser et savoir que, par exemple, nous avons des choses qu'il faut vraiment prendre en considération afin que le monde puisse savoir que l'Afrique, la réalité de l'Afrique, pas juste la réalité qu'ils veulent que nous voyons. Les idées reçues et les informations erronées. Oui, Alamine. Moi, je voulais revenir sur quelques points. Tout à l'heure, Barso parlait de l'époque coloniale. C'est vrai, c'est quelque chose c'est notre histoire, ça fait partie de notre histoire. Mais le problème, c'est que nos villes ont été construites pour un but précis. Par exemple, les différentes capitales de nos différents pays là, elles ont été construites de façon à desservir les points essentiels des colons. C'est pour ça certaines villes ou certaines régions n'ont pas été desservies par les routes, par les chemins de fer, par plein d'autres trucs. Maintenant, nous, ce qu'on a fait après le colon, on peut dire, on a su remodeler nos villes. Parce que je peux pas comprendre que, imaginez par exemple au Cameroun, on a une ligne de chemin de fer qui tend de Yaoundé jusqu'à Ngaoundéré. Elle était faite pour faire quoi? Pour transporter les biens pour les colons, juste pour les colons. Maintenant, après le colon, on a essayé d'élargir cette voie de fer, ces voies de chemin de fer. Un autre exemple, par exemple en Algérie. Ici en Algérie, on a tellement d'infrastructures. Le CIC, Centre International des Conférences, immense. Oui. Là, sur le chemin de Chiraga, il y a le chantier de... j'ai oublié le nom, mais c'est le centre des médias de toute l'Afrique, je pense. Oui. Le chantier en construction de tous les médias en Afrique. Où en Algérie? L'Algérie a tellement... Chaque jour, tu sors, tu vas voir le chantier en train de se construire. Tu vois, demain tu sors, tu vois la route a été rénovée. Tu sais même pas quand ils l'ont rénovée, mais la route a été rénovée. Tu vois un goudron bien plat. Tout. Maintenant, rejoignant Mohamedou sur les villes technologiques, par exemple, on a
les hubs technologiques en Afrique. Les hubs technologiques, ce sont des moteurs d'innovation d'entrepreneuriat. Donc c'est une sorte d'incubateur de start-up et d'entrepreneurs. On a la Silicon Savannah, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a Bacon Valley, qui est à Lagos au Nigeria. On a également Cape Town en Afrique du Sud. En fait, il y a tellement de villes technologiques qu'on s'en demande que c'est vraiment en Afrique. Ça, c'est vraiment l'Afrique. Ouais. L'Afrique du Sud, par exemple. Je ne sais pas si, dès que tu entres sur Google, tu tapes l'Afrique, je ne sais pas si tu vas voir un coin bizarre en Afrique du Sud. Impossible. Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle Sur Ifriqiya FM. L'Afrique est à la pointe de nombreuses innovations, notamment dans les technologies mobiles, et on dit que l'Afrique est déconnectée de la modernité. Mohamedou, quel est ton point de vue? Encore une fois, on va revenir sur ce qu'on avait dit en premier, c'est de l'ignorance, parce que, bon, scientifiquement parlant, on ne doit pas avancer des propos sans une considération de ces propos, sans une fondation très solide de ce que l'on dit, Donc, la modernité en Afrique, l'Afrique elle est moderne. Nous avons élaboré, par exemple, sur le plan urbain, sur le plan technologique également. Donc, il y a des avancées. Bien vrai que bon, l'Afrique était restée, par exemple, à un moment donné sur sa civilisation et sur sa culture, mais afin de rivaliser ou pas plutôt mais pour se démarquer, par exemple, des autres puissances, nous avons besoin, ou l'Afrique a besoin vraiment de sortir dans ce noyau pour aller vraiment, montrer, par exemple, que l'Afrique est moderne, l'Afrique a ça. Technologiquement, nous avons une technologie qui est extraordinaire. Et par exemple, quand je dis nous avons une technologie extraordinaire, par exemple, si par exemple on prend la technologie européenne ou occidentale, elle dépend de l'Afrique. Comment ça? Sur sa matière première. Ouais, les matières premières viennent d'où? C'est en Afrique. Ouais. Donc, leur technologie dépend d'en Afrique. Donc, nous, si on dit que l'Afrique n'a pas de technologie ou la modernité en Afrique, c'est l'Afrique médiévale ou c'est l'Afrique du temps je ne sais pas, d'Abraham. c'est de l'absurdité en quelque sorte. Je suis désolé de le dire, mais c'est de l'absurdité et une pure ignorance. Donc, il faut vraiment essayer de dire quelque chose qui est fondé, avec des bases, pas juste de faire valoir quelque chose qu'on veut faire valoir. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, ne pas juste être stéréotype, ne pas juste avoir un parti pris, juste en voulant valoriser son continent ou en voulant valoriser par exemple son pays, en dire du négatif sur le continent d'un autre. Exactement. Varso, comment cette idée de déconnexion est-elle perçue au Congo-Brazzaville? Eh bien, l'idée que le pays ou encore les pays africains sont déconnectés, comme disait tout à l'heure Mohamed, c'est vraiment absurde. Surtout, nous sommes au XXIe siècle, la technologie, c'est pour tout le monde. Donc, il suffit de se donner les moyens et la volonté pour pouvoir s'en procurer et pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, les détails, pour ce qui est de la modernité, d'ailleurs, l'adoption des nouvelles technologies. Vous savez, l'Afrique a contourné justement certaines infrastructures traditionnelles en adoptant directement des technologies mobiles, par exemple, et numériques, pour faciliter non seulement la finance, l'agriculture et également la santé publique. Je citerai par exemple ici le Rwanda en termes de technologie dans la gestion de santé publique, qui a lancé la Zipline, qui est un service de drone qui livre des médicaments dans des zones très, très éloignées de la ville. Oh. Oui. Donc, il suffit, au lieu que les médicaments, justement, puissent faire le voyage, eh bien, c'est par drone. Et le drone, ça le fait en quelques heures. Et la personne est sauvée. C'est extraordinaire. Et justement, en parlant des années, il y a 10 ans, 20 ans, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, c'est un fait. Vous allez au Rwanda, vous voyez
des hôpitaux qui sont livrés par drone. Et ce n'est pas de la technologie, ça, ce n'est pas de l'avancée, ce n'est pas être connecté. Ah, je me pose la question, moi aussi. Alors, un autre stéréotype que nous allons explorer est celui qui laisse croire que toutes les cultures africaines se ressemblent. Pourtant, l'Afrique est une véritable mosaïque culturelle. Alamine, peux-tu nous donner un aperçu de cette diversité culturelle? Déjà, le Cameroun en lui-même. Moi, je parle pour le Cameroun d'abord. Oui. On appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Pourquoi? Plus de 200 ethnies, plus de 200 langues, plus de 200 cultures différentes les unes des autres. Seulement au Cameroun. Ouais, Seulement au Cameroun. Ça dit tout, en fait. Ça dit tout. tout à fait. Moi, chez moi, je suis à Yaoundé, par exemple, je parle le français avec mes amis du quartier. Entre eux, chez lui, il parle sa langue maternelle. Chez moi, je parle ma langue maternelle. On a deux cultures très différentes. On a l'habitude de faire des petites cérémonies à la fin d'année pour... bon, je sais, ça n'a pas de signification propre, mais on se réunit juste entre... Parce que nous, on vit dans un camp. On se réunit juste entre voisins. Chacun prépare un mets de chez lui. Et on mange tous ensemble. On fait la soirée ensemble. On partage. Tu vas voir sur un grand buffet, aucun plat ne se ressemble. Je te dis, littéralement, aucun plat ne se ressemble. Et tous sont hyper bons. Hyper bons. Si on limite l'Afrique à une seule culture, c'est absurde. C'est impossible. Déjà sur ce plateau, on a du Congo Brazzaville Varso. Il a sa propre culture, il a sa façon de vivre. On a Mohamedou du Sénégal. On dit bonjour chez vous comment? Djamwali, bon, un peu. Lui, il est Peul. Bonjour, Nangendef. Nagadef. Par exemple, il est Peul, lui. On a les Peuls au Cameroun. Alors, vous dites comment? Djamwali. Chez nous, on dit Djam ou Djambandou. C'est différent. C'est différent. Pourtant, ils sont Peuls. Donc, même les Peuls du Sénégal sont différents des Peuls du Cameroun, qui sont différents des Peuls du Sénégal, du Nigeria. Une diversité culturelle immense. Même ici en Algérie, je pense qu'il y a les Peuls au niveau de Tam. Tamandraset. Non, normalement, il y a les Peuls. Non, ce sont les Touaregs, pardon. Ce sont les Touaregs. Touaregs. Mais c'est tellement différent. Malgré qu'ils viennent pratiquement de la même souche, le fait qu'une partie soit au Cameroun, l'autre soit au Nigeria, l'autre soit au Sénégal, complètement différent. Quand ils parlent, les Peuls de Mauritanie par exemple, moi je comprends pas leur langue. Pourtant, lui aussi je comprends pas leur langue. Pourtant, quand les Peuls de chez nous parlent, moi je comprends. Je peux comprendre ce qu'ils disent, mais moi je suis pas Peul. Moi je suis Kotoko. Les Kotoko sont, déjà, même les Kotoko, en fait, déjà moi je suis Kotoko de Logone. Il y a les Kotoko de Makari. Et notre langue est différente. Et les Kotoko de Bodo, différents de nous. Ça, c'est juste au Cameroun. Juste au Cameroun. Non, c'est même pas le Cameroun, c'est juste à l'extrême nord Cameroun, là, juste pour les Kotoko. Et il y a les Kotoko, il y a les Sao Kotoko, au Tchad également. Mais nous sommes tous différents. On n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue. C'est juste le nom Kotoko là qu'on partage. En fait, le fait d'entendre des gens dire qu'on a la même culture, ça fait pitié. Mohamedou, comment cette richesse culturelle se manifeste-t-elle au Sénégal? Quelles sont les particularités qui distinguent la culture sénégalaise? Bon, je vais dire que déjà, il y a une diversité culturelle qui est immense et que chacun a une culture propre à lui. Nous n'avons pas tout en général les mêmes coutumes. Non, il y a des différences par exemple. Si je vais par exemple rejoindre sur le point dont Alamine parlait par exemple sur la diversité culturelle par exemple, linguistique par exemple. Au Sénégal par exemple, il y a différents types de Peuls. Il y a l'Adamawa. L'Adamawa, c'est également, il y a un Peul d'Adamawa qui est parlé au Sénégal. C'est le même Peul d'Adamawa qui est parlé au Cameroun. Oui. Et même chez nous au Cameroun, il y a les Peuls de l'Adamawa, il y a les Peuls du Nord, il y a les Peuls de l'extrême Nord. Et leurs langues sont différentes. Très bien. Et nous avons également les Peuls du Fouta Toro. Moi, par exemple, je suis issu de cette zone. Il y a les Peuls du Fouta Djalon qui sont dans la zone orientale du Sénégal en partant vers la Guinée. Parce que la Guinée qu'on a créée, c'est tous de la côté, du côté sud-est. Il y a environ, par exemple, 10 différents types de Peuls. Si on parle juste en Afrique. Ça, je parle juste des Peuls. Je ne parle pas des autres ethnies. On parle juste des Peuls. Ils ont tous le même arbre généalogique. Mais à un moment donné, on s'est séparés. Donc la chose, elle est comme nous tous, par exemple, vous qui êtes arabes, nous qui sommes africains et autres, etc. Donc nous sommes tous, par exemple, issus d'une même descendance, mais à un moment donné, il y a eu quelques distinctions. Donc ça, c'est ça qu'il faut reconnaître. Et à travers ça également, on est parvenu, pour répondre à la question, on est parvenu à accepter la différence des autres et cette diversité culturelle et essayer de vivre en harmonie.
On ne peut pas faire bien vrai qu'on se distingue, par exemple, des autres ethnies comme le Wolof, les Sérères, les Diola, les Mandingues qui sont des ethnies et chaque ethnie également a sa propre langue. Mais des fois, c'est juste qu'on vit en harmonie. C'est pour cela que tu ne peux pas faire la différence entre cette personne et cette personne. Imagine par exemple, moi je peux parler le Wolof, qui est une langue nationale en quelque sorte, qui n'est pas la langue la plus parlée au Sénégal. Mais bon, c'est cette langue que l'on utilise, encore une fois, c'est une langue vernaculaire qui est utilisée sur tout le territoire national. Je parle la langue comme si c'était ma langue maternelle. Quand par exemple on m'entend parler le Wolof, les gens pensent que je suis Wolof. Or que c'est pas ça. C'est c'est comme le modèle américain qui s'appelle le melting pot ou bien le salad bowl, où par exemple vous pouvez tous vivre dans une même communauté et chacun a ses coutumes, mais il faut également sortir de sa zone de confort pour essayer de parler la langue des autres, pour essayer pour faciliter la communication. C'est juste ça. Maintenant, si par rapport à ça, on pense que l'africain est une langue, moi personnellement, je parle pas l'africain. Moi non plus, je parle pas l'africain. Vincent aussi ne parle pas africain, toi aussi tu ne parles pas africain. Oui, donc chacun a sa langue. Peut-être que c'est une bonne idée aussi d'en avoir une. Hein. Non, c'est possible. C'est possible. Sans exclure nos différentes langues. Exact, très bien. Pour favoriser la communication et faciliter également les échanges. Parce que deux fois c'est un peu un petit dommage on est obligé de parler dans la langue du colon. Hein. Soit l'anglais, soit le français. En quelque sorte, moi je trouve pas, par rapport à ça, moi je trouve pas que c'est un peu dommage. Je pense que c'est du point de vue personnel. Par exemple, imagine par exemple l'européen ou le français qui sait juste parler que le français. Oui. S'il y a un sujet à débattre, et toi par exemple on t'amène sur cette table ronde et tout, autour de cette table ronde, et tu dois débattre par exemple, on vous donne deux sujets, ta langue et sa langue. Tu pourras débattre sur sa langue, mais lui, il ne pourra pas débattre sur ta langue. Oui. Ouais. Donc, c'est un atout. C'est un acquis. Très bien, c'est un acquis. Je n'ai pas dit que c'est un désavantage. Non, nous, on parle très bien leur langue, ou la langue du colon. Oui. Aujourd'hui, par exemple, tu as essayé de donner un exemple de débattre sur sa langue et d'autres langues. Oui. Aujourd'hui, quand un étranger, par exemple, venant de l'Afrique vers l'Europe, qui ne sait pas parler sa langue, on se moque. On se dit qu'il est illettré. Il est dénaturé. Il est illettré, il est illettré dans ta langue. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Voilà, il est illettré dans ta langue. Dans sa langue, il connaît certaines choses que toi, tu ne maîtrises pas. Effectivement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est dans la communication, dans le sens où nous, on peut pas se parler entre nous si on passe pas par la langue, de quelqu'un d'autre. Donc, l'idée, c'est pas forcément parler l'africain, mais une langue qui nous propre à l'africain. Propre à l'africain. Là, on peut juste, sans exclure nos langues. Effectivement, c'est juste ça. Tout à fait. Passons maintenant au dernier stéréotype, celui d'une Afrique perçue comme un continent de guerre et de famine. Une image sombre qui ne reflète ni les efforts, ni les progrès accomplis. Varso, quelle est la réalité dans ton pays, le Congo-Brazzaville, par rapport à ce cliché ? Eh bien, de nombreux pays, déjà, sur le continent africain, qui adoptent des régimes démocratiques. Chez moi, par exemple, c'est vrai que quand on parle de guerre, on veut mettre en avant le continent africain, mais je rappelle ici, sur ce plateau, que les deux guerres mondiales ne se sont pas produites en Afrique. Ils nous ont englobés dans leur conflit, sans qu'on ne leur demande quoi que ce soit. Les Africains ont été... Ils ont été déportés là de chez eux pour aller combattre. Voilà, de fois par force, parce que c'est pas des fois, de force. C'est pas tout le monde qui était d'accord d'aller combattre. C'est quand même mieux de rester auprès de sa famille que d'aller prendre des bombes dans l'autre bout du monde. Donc, aujourd'hui, par exemple, je parlais de succès démocratique. Certains pays africains connaissent des transitions démocratiques pacifiques, stables, et avec des élections régulières. Je prendrai l'exemple sur le Libéria. Le Libéria, aujourd'hui, c'est un exemple de démocratie, des pays où on fait chaque fin de mandat et des élections, et on voit pas de guerre ou le Sénégal armes. également. Le Sénégal, je prends l'exemple ici récemment, le président Tebboune a été réélu, il a prêté serment. On n'a pas eu des mouvements de contestation, quoi que ce soit. Pas du tout. Donc, je pense que avant de donner des leçons, faudrait vraiment voir, peut-être cas par cas, oui,
mais il ne faut pas généraliser. Tout à fait. Mohamedou, quel est ton point de vue sur cette idée? Alors, le fait de faire valoir une chose encore une fois sans aucun fondement et tout, c'est absurde, c'est une absurdité vraiment. Parce que l'Europe, l'Occident, ils veulent juste voir cette image de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est vraiment politique. Parce que tout en sachant que si là où nous sommes, par exemple où nous sommes d'une manière, par exemple des ressources premières que nous avons, si toutefois on arrivait à avoir par exemple à les exploiter de la manière dont nous voulons, on va plus parler de Hollywood, on va plus parler de Silicon Valley, on va plus parler de Atlanta, on va plus parler de Texas et autres, mais on va parler d'une Afrique vraiment qui est extraordinaire, qui peut-être qui va vivre à l'avance de ces années par exemple. Quand je dis à l'avance de ces années par exemple, peut-être dans un air où c'est quelque chose, c'est comme si c'était dans la fiction, comme on a tendance à le voir dans les séries TV et tout, pour juste dire que par exemple c'est pour juste essayer de déstabiliser le continent africain. Ils veulent déstabiliser les continents africains par exemple. À chaque instant que tu entendras par exemple un milliardaire parler, c'est qu'il faut aider l'Afrique. C'est qu'il faut aider l'Afrique. Il y a la pauvreté en Afrique. C'est eux qui voient de la pauvreté en Afrique. Parce que c'est ce qu'ils veulent vouloir. Aujourd'hui, si par exemple je te montrais une chose, je peux te dire, ou je peux dire à Alamine, regarde ça. Moi, théoriquement, je parle du pigeon, mais lui, il me dit quoi? La corde. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il veut vouloir. Or que je peux indexer la chose, dire que regarde ça, regarde ça. Manipulation de l'information. Tu vois, c'est la désinformation. Et très bien. Donc c'est ce qu'ils veulent voir, c'est cette image de l'Afrique qu'ils veulent voir. Il y a une nuance et un paradoxe par exemple sur certaines choses. Comment par exemple? Hier j'ai regardé une vidéo par exemple, il y a un conférencier britannique, australien plutôt, qui parlait. Il disait que il parlait par exemple de la manière dont l'Afrique, on pense que l'Afrique est appauvrie et que les Africains sont pauvres et autres. Donc des fois c'est pas de voir est-ce que l'Afrique est pauvre ou est-ce que l'Occident est plus riche que l'Afrique. Mais il faut voir cette règle qui est à l'ordre mondial par exemple, comme par exemple les Nations Unies qui essaient de fixer les règles pour essayer de tous de vivre dans un même monde. Il y a par exemple des statistiques qui avaient dit par exemple le Sub-Sahara, la malnutrition en Afrique subsaharienne est de 30%. Ça c'est des gens qui sont pauvres. Et de l'autre côté, ils ont dit que juste en Angleterre, United Kingdom, le Royaume-Uni, le taux d'obésité est à 26%. Donc nous sommes pauvres, on n'est pas... Ils sont obèses. Ils mangent tellement, ils sont obèses. Donc ils mangent tellement qu'ils sont obèses. Mais on ne va pas s'accentuer sur que peut-être 26% de la population du Royaume-Uni, elle est obèse. Elle est malade. Elle est malade. Elle est malade, exactement. Non, on ne va pas, parce que on ne va pas, il faut être juste. On ne doit pas s'accentuer sur ça. Donc, d'autre côté également, il doit faire la même chose. Il ne doit pas s'accentuer sur certaines choses. Bien vrai que dans la vie, il y a que ça. Il y a la richesse, il y a la pauvreté. La vie et la mort. Donc il y a deux phases. C'est juste une dichotomie par exemple entre ces deux choses. Maintenant, il ne va pas falloir qu'ils s'accentuent sur certaines choses. La pauvreté, elle est partout. Par exemple, aux États-Unis d'Amérique, pour finir, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, par exemple, tu peux voir par exemple des gens qui sont des narcotrafiquants, par exemple, ou des personnes qui sont dans la drogue et autres, des sans-abri. Il y en a partout. Mais ils ne se soucient pas de leurs sans-abri, ils se soucient des sans-abri des Africains. C'est quand même paradoxal, oui. Parce que en parlant des États-Unis, on peut voir en Floride ou d'autres villes d'ailleurs où entre guillemets où il y a des riches, mais on voit d'un côté on voit la vie bling bling et il y a il y a des buildings, on parle de milliards, on parle de la Silicon Valley, on parle de Wall Street. Mais derrière il y a des gens qui dorment qui sous des ponts justement. Qui manquent de quoi manger. Donc ça veut dire que ça peut arriver. Même la plus grande puissance du monde, il y a aussi des pauvres. Exactement. Juste un exemple pour finir. Juste un exemple très. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, juste à côté d'un hôtel 5 étoiles. Là, par exemple, minimum, tu payes $500 par nuit. Donc des gens rentrent là-bas pour passer juste peut-être une nuit là-bas. Et à côté, il y a des sans-abri. Pour juste dire que donc cette irrégularité, elle est partout. Mais donc, il ne faut pas juste, avant de dire à quelqu'un de laver son linge, il faut laver ton linge et essayer de voir comment ton linge est sale avant de te fourrer ton linge dans le linge des autres. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous donner l'occasion de partager un dernier message avec nos auditeurs. Alamine. Un dernier message. L'Afrique est multiculturelle. L'Afrique est grande.
L'Afrique est riche. Merci Alamine. Mohamedou, un mot bon, pour nos auditeurs. Des mots plutôt. Bon, c'est vraiment instructif et vraiment enrichissant de ce que l'on est en train de dire. Donc je vais essayer juste d'être bref. C'est qu'il faut comprendre que l'Afrique n'est pas une couleur de peau. L'Afrique n'est pas un pays. L'Africain n'est pas une langue. Donc il faut le comprendre. L'Afrique est un continent parmi tant d'autres continents. L'Afrique est riche parmi également tant d'autres pays qui sont riches. Des exemples à n'en plus finir. Nous pouvons citer par exemple des pays qui sont vraiment émergents, qui ont vraiment émergé de leur crise. On peut encore citer l'Algérie est un exemple, le Rwanda est un exemple, le Congo. Donc on peut citer des exemples à n'en plus finir. Donc il ne faut pas également dire, le conseil que je vais dire, il ne faut pas également dire des choses qui ne sont pas fondées. Merci Mohamedou. Varso, ton message final. Pour conclure, vous savez, nous avons parlé de plusieurs exemples et des stéréotypes ici sur ce plateau. Ces exemples tout simplement montrent qu'il est essentiel de détruire tout simplement ou de déconstruire ces clichés réducteurs et mieux comprendre justement les dynamiques complexes qui façonnent le continent africain. Merci Varso, merci pour toutes ces interventions enrichissantes. Aujourd'hui, nous avons démonté plusieurs clichés. Nous avons vu que l'Afrique est un continent où cohabitent les réalités urbaines et rurales, où la diversité culturelle est immense et que l'image de guerre et de famine n'est qu'une partie infime de l'histoire. Nous avons aussi découvert que l'Afrique est pleinement connectée à la modernité avec des innovations qui rivalisent avec celles des plus grandes puissances mondiales. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Nous espérons que cette émission vous a permis de mieux comprendre la diversité et la richesse du continent africain. Ne manquez pas notre prochain numéro de Brassage où nous continuerons à explorer les multiples facettes de l'Afrique d'aujourd'hui. À très bientôt.